Bonjour à tous. Alors moi, je suis Cécile Cuvillier, je suis infirmière de coordination de transplantation hépatique et infirmière d'éducation thérapeutique. Donc le programme Transplantez-moi, Hépatez-moi, Transplantez-moi, en fait, il y a deux programmes à l'intérieur de ce programme, donc il y a un sous-programme. Il y a d'abord un programme qui s'appelle Hépatez-moi, on va parler que de la cirrhose, donc vraiment les problèmes tout autour du foie. Et on a le programme Transplantez-moi qui va parler de la transplantation du foie en pré-greffe. On n'a pas pour le moment, nous n'avons toujours pas d'atelier on a un projet de post-greffe, mais pour l'instant, ça ne parle que de pré-greffe. Donc, sur ce programme, la première partie, voilà, on va la présenter comme ça. Donc, on est tout un groupe. Donc, le coordinateur, c'est le docteur Montialou, Hélène, qui a vraiment tout préparé, qui a construit ce programme. Avec mon ancienne collègue, je n'étais pas présente à ce moment-là. Ça a été un grand, grand travail parce que pour préparer un programme et pouvoir le présenter pour qu'il soit accepté, on a quand même eu l'aide de laboratoire. Et ils ont eu également l'aide alors d'un autre organisme, mais je ne pourrais pas vous dire, je ne me souviens plus. Nous avons donc le docteur Bernat, c'est un addictologue. On a aussi des ateliers avec Leslie Baron, notre assistante sociale, Bérangère Deveau, la psychologue, Aurélie Levasseur, qui est une infirmière en addictologie quand le docteur Bernat ne peut pas être présente, moi-même, et c'est dommage, je me suis mis en avant-dernier, et Karl, notre diététicien. Voilà, ça c'est notre équipe. Donc notre équipe, on présente quand même pas mal d'ateliers. Donc, les patients qui sont ciblés pour ce programme, c'est des patients qui vont être, voilà, il faut qu'ils soient de toute façon, tout du moins plus de 16 ans, adultes, étant ou ayant été cirrhotiques. Ça, c'est pour le programme Hépatez-moi. Transplantés ou pas, il faut qu'ils parlent et comprennent le français, parce que ça va être un peu compliqué de faire intervenir une personne pour pouvoir dialoguer. Et bien sûr, on leur demande un consentement oral qui a été recueilli. Et nous, on demande également un consentement écrit. Et à tout moment du parcours de soins, on leur demande toujours s'ils sont OK pour continuer. Moi, je vous ai pas parlé de comment on adresse les patients. En fait, je sais plus si je l'ai mis dans les autres diapositives. Les autres slides. Il est vrai que les patients, quand on les adresse, ça va être surtout les médecins référents, en fait, les hépatologues. Quand ils sont hospitalisés, ils vont être en HDJ, on va se rendre compte que c'est une découverte de cirrhose. Là, tout de suite, ils vont nous les adresser. Voilà les modalités d'adressage, en plus. Voilà, l'objectif du programme, en fait, ce qu'on souhaite vraiment, c'est améliorer leur qualité de vie et qu'ils aient les connaissances, parce que bien souvent, quand on les a en atelier, en fait, les patients ne connaissent pas du tout le fonctionnement de leur foie. Ils savent déjà des fois pas le placer. En fait, ils se posent plein de questions parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont malades puisqu'ils n'ont aucune douleur. Donc là, ça, c'est compliqué. Donc, pour le coup, les ateliers, ça marche très, très bien. Dans le parcours de soins, il y a aussi la psychologue qui intervient. Vous aurez son retour tout à l'heure. Le diététicien, parce que c'est Karl. L'addictologue aussi. Alors, l'addictologue, c'est de l'optionnel. Donc, il n'y a pas d'obligation, en fait, à ce que certains patients puissent aller à cet atelier, puisque tout dépend aussi de la maladie. Si c'est une cirrhose OH, là, on leur suggère fortement d'aller à cet atelier. Si c'est une cirrhose autre, là, on ne les oblige pas à aller à cet atelier. Voilà. Et puis, tout ça, ça va améliorer leur qualité de vie, leur hygiène de vie. Enfin, voilà. Ils ont vraiment des informations qui peuvent qu'améliorer leur qualité de vie.
Alors, le parcours, il est un petit, là, c'est un peu petit. Le parcours patient, donc, soit c'est orienté par lui-même, c'est-à-dire qu'il sent qu'il en a besoin, ou alors au biais de la consultation, c'est ce que je vous disais au début, avec notre hépatologue ou l'addictologue où ils ont fait une découverte aux urgences, par exemple. Les médecins libéraux peuvent le faire également, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en général, ils les adressent plutôt à des hépatos. Et puis, lors des hospitalisations qui sont programmées ou non, donc dont les urgences ou les HDJ. Suite à ça, bah, du coup, on va faire, moi, je vais les recevoir, ils vont m'être envoyés, ces patients-là, donc je vais les recevoir. Et puis, je vais construire un dossier avec eux en recueillant leur consentement. Je vais leur expliquer le fonctionnement de l'ETP, tous les ateliers qui vont être mis en place, les optionnels et les obligatoires. Et puis, on va faire un premier diagnostic. Je vais faire un bilan d'éducation partagé que je vais mettre après dans des bandes de données qui ne sont accessibles que par les personnes qui font partie de ce programme. Ça va nous permettre en fait de cibler vraiment les ateliers. Et puis pour son suivi, bah, il y a un suivi ça peut être individuel. Une fois qu'ils ont fini tous les ateliers, il y a des évaluations qui sont faites. Et en fonction des évaluations, on va s'apercevoir en fait que les patients ont compris ou n'ont pas compris ou ont encore quelques questions. Et ben, c'est pas grave, on peut les orienter en séance individuelle. Les séances collectives n'ont fait que ça en règle générale, mais ça est arrivé que je fasse des séances individuelles justement pour approfondir les connaissances et puis pour en fait qu'il y ait une acceptation de la maladie. Le format est collectif et en présentiel. On a essayé le format distanciel, mais c'est très compliqué parce que ce sont des patients. La patientèle, elle est quand même assez précaire. Donc, c'est compliqué en fait de mettre du distanciel. On avait prévu 2 plages horaires par mois, mais du coup, ça s'est un peu amélioré. C'est-à-dire qu'il y a deux vendredis matin et non, 3 vendredis matin et un vendredi après-midi. Voilà. Ça, c'est notre programme, donc c'est un petit peu petit, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ces séances. Donc, une fois, on fait les connaissances de la maladie. Le socialement, moi, c'est notre assistante sociale qui intervient, qui vous fera également un petit retour. Et c'est très intéressant parce que beaucoup de patients ne connaissent pas leurs droits quand ils sont malades en ALD. Donc, ça, c'est très intéressant dans ces ateliers. La psychologue, elle intervient également et les patients ont une appréhension quand il y a la psychologue. Et en fait, quand la séance est terminée, ils la remercient parce que ça les a beaucoup, beaucoup aidés, ainsi que les personnes accompagnantes, parce que nous acceptons également un accompagnant pour ces ateliers. Et c'est vraiment très intéressant. Pour la deuxième partie, donc il y a la diététique et en même temps la dicto. La dicto, c'est vraiment optionnel, c'est ce que je vous disais. Avec Karl, quand il parle un peu de l'alimentation, c'est assez rigolo parce que les horaires, c'est vraiment au moment du repas. Donc, soit il y en a, ils arrivent directement avec leur salade, leur sandwich, ou enfin, c'est assez drôle. Et se reprennent en disant: «Ah non, mais là, c'est juste pour aujourd'hui. Sinon, vous voyez, je mange très équilibré.» Et en fait, quand Karl pose quelques questions, on se rend compte qu'en fait, bah, pas du tout. Donc, c'est des ateliers qui fonctionnent très, très bien. Et sur la deuxième partie, transplantez-moi. Moi, là, je vais aller plus en approfondi au niveau des connaissances sur la greffe. Pourquoi est-ce qu'ils vont être greffés? Pour quel motif? Est-ce qu'ils ont compris le parcours? Est-ce qu'ils ont compris les conséquences, enfin pas les conséquences, mais est-ce qu'ils ont compris en fait tout ce bilan qui a été fait? Pourquoi ça a été fait? Et en dernière partie, en fait, dès que l'inscription sur la liste d'attente de greffe elle est confirmée, et bien là, les patients, on va enfin pouvoir parler de qu'est-ce qui va se passer avant l'appel, comment je dois m'organiser si j'ai mes animaux à la maison, comment je dois m'organiser si je suis vraiment tout seul, et le retour. On ne va pas au-delà, mais voilà, on discute quand même pas mal et je présente 2 vidéos également sur la transplantation, qui est très bien fait, c'est fait par un professeur de Beaujon et j'ai un droit de diffusion juste en interne, donc c'est vraiment très, très sympathique.
Ça, ce sont nos petits nos supports. Alors, les cartes Dixit, elles sont faites avec, enfin, c'est notre psychologue qui travaille avec. Ça marche très, très bien. Au début, les patients ne comprennent pas trop en fait à quoi ça sert. Et en fait, ça ouvre un dialogue, mais vraiment, c'est même très, très impressionnant. Parce que moi, j'assiste en même temps à ces ateliers et je trouve ça vraiment génial parce que je vois mes patients complètement différemment. On a l'atelier diététique qui se trouve au milieu. Karl travaille aussi avec de la dinette en bois. Donc là, il ne me l'a pas mis, il m'a juste mis un petit peu voilà, ce qu'il présente, mais il travaille également avec de la dinette en bois. Moi, mon foie, je le présente un peu comme ça, sur votre gauche, et on discute un petit peu du parcours du patient avec voilà, le foie, un foie non cirrhotique et un foie cirrhotique. Et puis en haut à droite, nous avons les cartes qui sont présentées aux patients avec des questions-réponses de notre assistante sociale. Ça, c'est elle qui les a mis en place. Tout a été validé pour notre programme. Voilà. Donc, une fois que toutes les séances sont faites, les patients, à chaque fin de séance, on leur demande d'évaluer la séance, on leur demande de répondre à un petit questionnaire, parce que ce retour-là est très intéressant dans le sens où on s'aperçoit que les patients, ils ont compris, ils ont entendu, parce qu'on parle aussi des traitements. Les traitements, des fois, c'est très compliqué parce qu'ils ne comprennent pas du tout pourquoi ils prennent ça, pourquoi je ne peux pas l'arrêter. Et bien, quand on donne à la fin l'évaluation avec les questions-réponses, bah, c'est très intéressant de voir que les patients ont bien compris l'intérêt de prendre ces traitements. Et si je vois qu'il y a un retour négatif sur un patient, enfin, c'est pas spécialement négatif, mais qu'on voit qu'il a des problèmes, des difficultés, bah là, on le reprend en individuel. Ça peut être sur plusieurs jours. En fait, j'essaye de m'adapter au patient. Et là, pour finir, j'ai le retour de mes collègues. Ah, moi, j'entends pas. Non, on n'a pas de son. Alors, on va essayer de résoudre le petit problème parce que ça fonctionnait quand on a testé tout à l'heure. On va essayer de corriger ça. Merci Cécile, bonjour à tous, je me prénomme Karl, je suis diététicien. Je m'occupe de l'atelier diététique au sein de l'ETP Hépatez-moi. Donc on regroupe les patients avec leurs conjoints sur un atelier autour d'un imagé qui représente des aliments ou éventuellement une dinette pour l'échange autour de l'équilibre alimentaire. Moi, ça me permet de m'assurer que ces patients
mangent suffisamment, qu'il n'y ait pas de carence, et on parle surtout aussi d'enlever les régimes superflus qui ont sûrement été ajoutés au fur et à mesure du parcours de vie du patient. J'ai l'impression que l'atelier les aide aussi, eu égard aux échanges que l'on a. L'idée, c'est qu'ils arrivent à s'apporter des réponses entre eux et au bilan des évaluations, on arrive à des résultats positifs. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Bonjour Cécile, moi je suis Leslie, je suis assistante sociale dans les services d'hépatogastro. J'interviens sur la séance sociale au sein de l'ETP qui s'appelle Socialement Moi. L'objectif principal de ma séance, c'est de pouvoir présenter globalement les droits auxquels peuvent prétendre nos patients. Généralement, les patients qui sont inclus au sein de l'ETP, c'est des patients que je ne connais pas. Par conséquent, je les découvre lors de ma séance et je peux leur présenter mes missions au sein de l'institution du CHU et les droits auxquels ils n'auront peut-être pas eu l'idée de solliciter en amont. Par exemple, ça peut être des droits au niveau de l'aide ménagère, du dossier MDPH, etc. En général, sur les groupes, il y a 1 ou 2 patients qui connaissent un petit peu les démarches et qui peuvent donner des exemples aux autres, ce qui est plus concret pour eux. Me concernant, c'est super intéressant pour moi car j'ai pu revoir quelques patients en rendez-vous individuel suite à la séance collective pour un accompagnement plus complet et global de leur situation individuelle. Le fait de les avoir eus en ETP a permis d'aborder certains aspects de leur vie plus facilement. A contrario, lors d'accompagnement individuel, je peux proposer l'ETP, mais généralement les patients sont hospitalisés, donc pas en état de pouvoir suivre les ateliers. Lorsqu'on y arrive, je trouve que l'effet du collectif est une plus-value sur l'accompagnement individuel par la suite. C'est intéressant également de voir le positionnement des patients face au groupe et de les voir s'écouter ou se donner des conseils, ce qui nous permet, nous, en tant que professionnels, de pouvoir déceler un certain cheminement au regard de leur situation de santé. Et pour finir, l'ETP, pour moi, devrait être obligatoirement proposé pour chaque patient par chaque médecin. Malheureusement, à ce jour, le recrutement reste difficile. Merci Cécile. Je suis Bérangère, je suis psychologue. Je pense que c'est un public qui n'a pas forcément accès à un ou une psychologue pour différentes raisons socio-économiques, culturelles et ou familiales. L'ETP permet de désacraliser la fonction du psychologue et amène les membres du groupe à des suivis individuels pour certains, avec moins d'appréhension. Il y a là un véritable travail de guidance de la part du professionnel, mais aussi, comme le disait Leslie, de la part du groupe. D'un point de vue intragroupal, l'ETP permet un échange de vécu dans un entre-soi, avec l'abord de thèmes parfois violents. Pour la psychologue, l'ETP et les outils proposés donnent beaucoup d'indices sur l'état de santé psychique du patient et de son entourage en un court temps. De plus, les patients considèrent à l'issue de l'ETP les différents professionnels intervenant auprès d'eux comme une équipe capable de communiquer, une équipe capable de fédérer leurs pensées et leurs actions, et ça, c'est rassurant. Enfin, je pense que le systématisme des propositions d'ETP aux patients serait un plus, car l'ETP est aussi un acte médico-psychosocial et diététique préventif. Bonjour, Hélène Montialou, je suis hépatologue dans le service de gastro-entérologie et coordinatrice du programme d'éducation thérapeutique. Effectivement, je suis un peu plus éloignée du contact patient autour de cette activité, mais je reste convaincue que ça leur apporte beaucoup de choses, et d'autant plus en groupe. C'est un temps dédié autour de leur maladie qui permet de les aider à se placer au centre de la prise en charge et de la manière la plus active possible. Effectivement, il y a on peut probablement arriver à inclure plus de patients en proposant
plus systématiquement l'inclusion dans le programme. Et le frein à ça actuellement, c'est que il y a un manque de moyens dédiés à cette activité et une surcharge de travail globale qui sont des freins significatifs à augmenter les inclusions. Donc on a voilà, des pistes d'amélioration, mais des retours très positifs autour de cette activité. Concernant plus spécifiquement la partie pré-greffe, ce programme met bien évidemment Bonjour, Hélène Montialou, je suis globale qui sont des freins significatifs à augmenter les inclusions. Donc on a voilà, des pistes d'amélioration, mais des retours très positifs autour de cette activité. Concernant plus spécifiquement la partie pré-greffe, ce programme met bien évidemment les patients très en confiance et leur permet de se familiariser avec l'équipe. Notre équipe et également par procuration l'équipe de Lille avec laquelle à laquelle ils seront confrontés pour la suite de la prise en charge. Voilà. Et là où je me permets de reprendre la parole, Mme Ducrot, c'est bon? Est-ce que je pourrais juste visualiser le diaporama? Bon, c'est pas très grave, sinon moi je voulais vraiment remercier ces planètes patients parce que la quadriennale, quand vous faites un programme de TP, il y a des retours à faire. Et ces retours-là sont c'est très, 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 très prenant, ça prend beaucoup de temps. Et je remercie beaucoup Mme Ducrot de m'avoir soutenue, aidée et pour son aide précieuse pour les évaluations qui sont vraiment chronophages. Vraiment, vraiment, c'est un retour, c'est compliqué tout ça, ça prend beaucoup de temps en fait, il faut vraiment se poser. Donc avec Mme Ducrot, on a réussi à trouver du temps et à pouvoir finaliser parce que si on ne rend pas en temps et en heure ces documents à l'ARS, il y a quand même à un moment donné, ils ne nous accepteront plus dans notre programme. Voilà les bénéfices qui sont observés sur la santé des patients, une meilleure observance peut-être des traitements et surtout une meilleure observance aussi des différentes imageries qui peuvent être demandées parce que des fois ils prennent ça un peu, voilà, ils ne comprennent pas trop et une fois qu'on a fait le TP, c'est beaucoup plus ancré, ils comprennent plus l'enjeu de ces imageries et la prise régulière et surtout qu'ils puissent prendre leur traitement comme il se doit par rapport à la prescription des médecins. On a la volonté de poursuivre et d'améliorer notre programme. En fait, on aimerait que ce soit visible à l'extérieur des murs du CHU. Donc, on essaye de trouver des moyens pour pouvoir le faire. Donc, ça, c'est pareil, je redemanderai l'aide de Planète Patient. Et puis, on a peut-être un projet d'atelier post-greffe qu'on aimerait mettre à la suite parce que c'est demandé par les patients. Le seul souci, c'est que sur le CHU de Rouen, on ne greffe pas 2 fois. Ils sont greffés sur Lille ou sur Paris. Donc, du coup, on n'a pas autant de patients qui pourraient être inclus dans ce sous-programme, si on faisait un sous-programme. Donc, il faudrait voir si ce serait accepté au niveau de l'ARS. Voilà. Voilà, ça, c'est mes coordonnées, en fait, pour pouvoir me joindre afin d'entrer dans le programme. Donc, on a des flyers et je distribue les flyers très régulièrement, notamment tous les 6 mois quand on a des changements d'interne. Dans chaque bureau, en HDJ, je fais tout le tour un peu partout. Parce que vraiment, le recrutement, c'est la bête noire. C'est le plus difficile. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu. En tout cas, moi, j'ai aimé vous préparer mon PowerPoint avec ces différentes slides. Et puis, le retour de mes collègues, j'ai apprécié leur aide. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous. C'était très riche, effectivement. Eh bien, on va pouvoir passer à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. On avait eu quelques questions en amont. Donc, effectivement, sur comment orienter un patient vers le programme ETP. Donc là, l'idée, c'est peut-être de vous contacter, vous. Alors oui, c'est pour ça qu'il y a la diffusion des flyers et j'interviens dans les staffs justement pour pouvoir discuter des ateliers que nous proposons. Parce que les internes, vous savez bien que dans les milieux hospitaliers, ça change assez régulièrement. Donc, bah oui, ils ont bien compris que j'étais là. Mais si je les sollicite pas, si je n'interviens pas dans les staffs, des fois c'est un peu compliqué. Donc là, on a l'idée aussi de mettre des petites banderoles au niveau des écrans d'ordinateur, juste en disant, voilà, épatez-moi, transplantez-moi, m'oubliez pas, tout simplement. La question qu'on avait, elle vient d'un centre hospitalier de la région, mais du coup qui n'est pas le CHU. Est-ce que la démarche, du coup, pour des structures extérieures serait la même? Alors, c'est-à-dire? Pour adresser les patients, parce que là, vous parlez des internes, je pense que ce sont les internes du CHU. Les internes du CHU, oui. Un hôpital périphérique pour vous adresser les patients vers le programme, ça passe par moi. Voilà, donc ils vous contactent sur les coordonnées qu'on voit à l'écran. Tout à fait, et Très avec bien. grand plaisir, je les accueillerai et je les inclurai dans le programme. Et donc, il y avait une question effectivement sur la visio. Donc, vous aviez tenté l'expérience de la visio. Alors, pardon. Allez-y. On a tenté l'expérience de la visio au moment du Covid, puisqu'on ne pouvait plus être en présentiel. C'était très compliqué. Et en fait, on s'est aperçu que c'était très compliqué de faire de la visio parce que, je vous disais, en EHPAD et moi, on a beaucoup de patients cirrhotiques avec une vie particulière. C'est assez précaire. Et au vu de l'évolution de la maladie, certains patients ne sont pas en capacité de gérer un écran d'ordinateur, parce que c'est déjà très compliqué pour eux de gérer des mails. Donc, Ouais. la visio, je ne vous raconte pas. Alors là aussi, la question venait peut-être d'un autre établissement. Donc, peut-être que dans le cadre d'un partenariat avec l'établissement, il y a peut-être des choses qui seraient envisageables, du coup, s'il y a une aide pour la personne. Vous pourrez de toute façon, voilà, comme vous avez laissé vos coordonnées, peut-être en échanger plus directement, à moins que la personne veuille réagir en direct. Alors, sur les autres questions, il y avait une question, savoir s'il y avait un suivi aussi sur les greffes hépatorénales, donc qui concerne le foie et le rein. Est-ce que oui, effectivement, il y a des doubles greffes. Donc là, c'est un atelier, enfin, ce sont des ETP qui vont être plutôt faits côté rénal. En fait, on est vraiment séparés. Donc, les patients peuvent faire de l'ETP de notre côté pour le foie et de l'ETP pour le rein. Mais on n'est pas coordonnés. On ne fait pas en binôme, en fait. D'accord. Et puis donc voilà, il y avait alors là pas une question mais une remarque effectivement sur la préparation et l'accompagnement psychologique du patient. Donc vous l'avez évoqué effectivement dans la présentation avec la présence d'une psychologue hein, sur le programme. Ouais, et la psychologue, c'est vrai qu'elle est quand on discute avec les patients et qu'on leur explique un peu ce qu'il va y avoir dans l'atelier, quand il y a le mot psychologue, tout de suite, il y a un frein. Ah non, mais moi, je vais bien, hein, je n'ai pas besoin d'une psychologue. Hein. Donc, en fait, leur expliquer que ce n'est pas une démarche comme les démarches qu'ils peuvent avoir à faire une demande de rendez-vous avec une psychologue, mais que c'est vraiment un atelier qui est assez sympathique et effectivement, quand l'atelier est terminé,
Vraiment, ils disent tous merci, ça leur a fait beaucoup de bien. Alors, il y a beaucoup d'accompagnants qui pleurent parce qu'en fait, ils se retiennent beaucoup. Et les aidants, c'est très, très compliqué. Donc, moi, je suis ravie quand il y a des aidants qui viennent en atelier. Est-ce que vous avez constaté, du coup, pour les patients et les aidants d'ailleurs, hein, qui participent à cet atelier, est-ce qu'après, ils vont plus facilement finalement chez un psychologue pour un suivi peut-être plus individuel? Alors oui, à la fin des séances, ils vont pas vous le dire ouvertement. Ils vont attendre que les patients partent. Ils vont revenir quoi, 5-10 minutes après, tout seuls en disant bah, moi, si c'est possible, j'aimerais bien avoir un petit rendez-vous ou la carte. Donc, moi, je connais voilà, le nom des aidants. Donc, j'envoie un petit mail à ma collègue psychologue en lui demandant s'il y a possibilité de le voir telle ou telle personne en entretien. Et ça se fait assez facilement. Elle prend beaucoup Finalement, de temps pour ça. ouais, c'est plus les aidants qui sont en demande, du coup, de ce Ouais. suivi. Alors, ils sont plus en demande, les aidants sont plus en demande parce que les aidants, je les vois beaucoup moins que les patients. Les patients, moi, il n'y a pas besoin de rendez-vous en fait pour venir me voir. Ils savent, le bureau, voilà, il est à tel endroit. Ils ont besoin de me voir, ils ont des questions à me poser. Donc, en fait, il y a un lien quand même qui se crée beaucoup plus facilement avec le patient. L'aidant est bien là, hein, ça, c'est pas le souci, mais va moins facilement venir frapper à ma porte. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup dans la salle ou d'autres réactions peut-être, hein, pas forcément des questions, mais d'autres réactions? Bon, ben écoutez, en tout cas, on vous remercie à tous de votre participation aujourd'hui et donc notamment à Madame Cuvillier donc, de l'équipe EPA Témoins.